Et un jour, comme ça m'arrive très souvent, sous la douche, je dis, mais c'est de votre faute, c'est de votre faute. De leur vivant, vous ne leur faites pas confiance. J'ai décidé, à ce moment-là, de tout casser le système du salon de coiffure. J'ai décidé de créer mon salon de coiffure avec ma galerie. Donc les choses ont commencé comme ça. Une œuvre d'art, par définition, elle est muette et elle est pourtant criante. Et c'est ce cri-là que je veux faire partager, parce que pour moi, c'est du partage, c'est de l'ordre du partage. J'ai vraiment envie que les gens sachent que ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'un artiste réceptionne et transforme, et arriver à pouvoir dire quelque chose par rapport à l'œuvre d'art. Les gens, je trouve, doivent être conscients que des artistes aujourd'hui ont un point de vue et qu'ils le développent. Et donc, pour moi, ça, c'est fondamental, quoi. Des rendez-vous, comme dit Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui m'ont directement aidé sans m'avoir aidé, si ce n'est qu'ils m'ont fait confiance et qui m'ont accueilli. Un jour, j'ai coiffé un artiste et de fil en aiguille, j'ai été invité à un de ses vernissages, à leur vernissage, et j'y ai jamais été parce que ce n'était pas mon milieu. Et il faut savoir que quand même en 73, les milieux étaient extrêmement bien scindés et on faisait tout pour le garder tel quel. Alors, t'as pas osé? Non, je n'ai pas considéré que c'était mon métier et puis je pensais que c'était une formalité. Et puis quand ils sont revenus, ils m'ont dit, mais on t'a pas vu, on t'a attendu. Donc mon absence était beaucoup plus visible que même ma présence, je suppose, à l'époque. Et donc, comme ça, de fil en aiguille, j'ai été voir ce qu'ils faisaient et ça m'a interpellé. Et puis, j'ai été invité à des foires, les premières foires de Cologne, de Düsseldorf. Je ne sais plus si c'est Düsseldorf ou Cologne, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais j'y étais. Et on se retrouvait à un point au bar, et puis une heure après, on se retrouvait au bar, eux partaient de leur côté et moi des miens. Donc je me suis promené, mais vraiment me promener avec toute la curiosité, puisque c'était la première fois de ma vie que je passais dans une foire et je regardais une quantité de tableaux. Et puis on s'est retrouvés, et puis ils ont commencé à me parler, mais vraiment comme un initié, un tel, un tel, un tel, un tel. Pour moi, c'était vraiment... je ne savais pas de quoi, je ne savais pas de qui il parlait. Mais j'ai un très bon sens d'orientation, je dis suivez-moi, je vais vous montrer ce que moi j'ai apprécié. Et puis au loin, j'ai dans ce stand-là, je pointais quelque chose, voilà, celui-là et celui-là. Et au bout du troisième stand, il y en a un des copains qui me dit, est-ce que tu te fous de nous, quoi? Non, pourquoi? Mais ce sont tous les gars qu'on t'a cités. Je dis, moi, je sais ce que c'est qu'une 2 chevaux, une Rolls-Royce, mais je ne sais pas, moi c'est ça. Ça n'a pas de nom, c'est ça d'abord. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas vraie, en tout cas elle me convient. Un jour, une dame va au vernissage de Picasso, et elle fait le tour de l'exposition, elle retourne chez Picasso. Vous savez, maître, pour moi, tout ça, c'est du chinois. Et Picasso, il ne se les bande pas, il dit tout simplement, vous savez, le chinois, ça s'apprend. Eh bien, j'essaye de faire apprendre le chinois à certains qui veulent bien. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que je ne sais pas écrire. Et donc, quelque part, je peux écrire les autres. Je ne sais pas peindre, je fais peindre les autres. J'ai un avantage sur tout le monde, c'est qu'au moins, j'expose tout ce que j'aurais peut-être eu envie de peindre, que je suis incapable de le faire. Et j'arrive à publier tout ce petit monde avec des univers bien particuliers, avec le même principe. Pour moi, tout est défi dans ma vie. J'aime les défis, j'aime les relever et j'aime les partager. Et donc, pour moi, c'est vraiment essentiel cette idée de partage. Et
donc, les mots me transportent autant que la peinture. Et je pense que c'est un complément indispensable qui, pour moi, me nourrit perpétuellement. En plus, je fonctionne assez bien avec un principe même d'analogie. Ma mère ne savait ni lire ni écrire. Et donc, j'ai dû lui apprendre le français avec des éléments qui sont extrêmement métaphoriques. Hein. Je lui dis, tiens, je viens te chercher à la gare. Bon, et tu prends l'avenue Fonceny, hein, c'est par où? Il fallait très très vite, c'est lui dire, c'est la main avec laquelle tu vas dire bonjour. Donc elle part de ce côté-là. Tiens, un jour, on arrive, on était avec une bande de copains, avec des adultes aussi, et il se passe que la pièce est pleine de buée. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais c'est de la buée. Mais c'est quoi de la buée? Là aussi, il faut aller très très vite. Je dis, bah, écoute, la buée, c'est très simple. Quand tu as une bouilloire, tu la fais chauffer, ben, il y a de la buée qui en ressort. C'est ça de la buée. Et comme ça, et donc, c'est pour ça que ma maison d'édition s'appelle aussi Il y a 2 mots sans images. J'ai toujours donné des images à ma mère pour que ma mère arrive à comprendre le mot. Le mot. Le monde et le mot. Le monde et le mot. Oui, je lui dois ça. Si je ressens une œuvre d'art, je ressens certainement plus encore les individus. Un jour, j'ai coiffé la sœur d'un copain qui est arrivée, qui était complètement repliée comme une tulipe sans eau, avec des longs cheveux, et il voulait garder ses longs cheveux. Bon, je n'ai pas beaucoup touché, j'ai essayé de sentir les choses. Et puis, en posant des questions, je me suis rendu compte des raisons pour lesquelles elle se courbait. Elle se courbait parce qu'elle avait une grosse poitrine et qu'elle n'avait pas du tout envie de mettre sa poitrine en avant. Donc, elle cachait sa poitrine. Non seulement elle cachait sa poitrine, mais elle cachait son visage aussi. Et elle était toujours penchée. Et je n'ai rien dit, j'ai commencé à la coiffer. Petit à petit, je l'ai redressée. Je l'ai redressé. Elle va me dire, comment tu arrives à redresser quelqu'un uniquement en coupant les cheveux? Eh bien, tout simplement, en raccourcissant de plus en plus sa nuque, ce qui fait qu'au plus sa nuque était dénudée, au plus elle se redressait. Et elle est sortie de chez moi, elle était droite. Je ne la vois plus, mais ça m'est égal. Je suis arrivé à la transformer sans qu'elle ne s'en rende compte, et il n'y a jamais eu un mot. Si on avait commencé à parler de la chose, c'était foutu. On n'a jamais discuté de ça. Oui, les gens sont des œuvres d'art, ils ont tendance à s'oublier un peu trop souvent. Ou il y a l'excès, bien entendu, et sont peu fréquentables dans ces cas-là. Alors c'est une grande énigme pour moi d'aimer le papier. Aimer le papier, c'est vraiment une grosse interrogation chez moi, mais il se passe que j'avais 7 ans, oui 7 ans, j'étais à l'école primaire, rue Sans Souci, et à l'époque on distribuait les cahiers. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu des réactions que les adultes avaient vis-à-vis de moi, c'est de me confier des choses qu'on ne confie pas à un enfant. Hein, je m'explique, on m'a confié les clés de l'armoire, de cahiers qu'on distribuait gratuitement. Et il se passe que ça fait partie de mes premières angoisses existentielles, c'est que forcément, je me suis retrouvé quasiment devant, enfin le prof l'ignorait, mais je me suis retrouvé quasiment devant un coffre-fort, quoi. Pour moi, le papier, c'est vraiment tout à fait étonnant, ça me transporte. Et donc, j'ai piqué une quantité de cahiers. Et puis, en pleine nuit, je me suis mis à pleurer parce qu'on allait voir que j'ai piqué une quantité. Je les ai ramenés, j'en ai certainement gardé. Et voilà comment les choses se sont passées pour le papier. Et entre autres, une autre histoire avec ma mère. Ma mère me demande ce que je voulais pour ma Saint-Nicolas. Et je lui dis que je voulais un bloc de papier dessin. Et ma mère m'a amené un cahier de dessin où il fallait colorier, où il y avait déjà des choses pré-imprimées, mais sur un papier vraiment extrêmement cheap, qui ne m'intéressait pas.
J'ai ouvert la fenêtre et j'ai jeté le cahier. J'ai pris une paire de baffes, elle ne sait pas pourquoi, mais moi je sais pourquoi je ne voulais pas. Alors, quand j'avais un peu d'argent, j'allais chercher des blocs de papier dessin, fasciné par la matière. Et plus tard, par exemple, quand je recevais mes 20 francs pour aller, c'était mon dimanche, par les parents de mon beau-père, je courais chez le papetier et j'allais chercher les cahiers Le Semeur, qui était un type de papier bien précis, et je thésaurisais. Et je comprends assez maintenant comment dire, la trouille du papier blanc, la virginité de la chose, par où commencer. Parce que je déteste, je suis quelqu'un qui est quasiment incapable de faire un brouillon. Si je fais la chose, je la fais convenablement, immédiatement. Ça, c'est le défaut que j'ai, c'est mon côté perfectionniste des choses. Donc, je ne parviens pas à faire de brouillon. Donc, si je sais que je vais rater la chose, je ne le fais pas. J'arrête tout de suite. Eh bien, voilà quelqu'un qui m'a dit « Ah, toi, tu montres toujours de la peinture littéraire. » Je l'ignorais, et avec le recul et les réflexions, oui, effectivement, il y a de ça, il y a de cet ordre-là. C'est ce qui m'anime. J'ai eu la chance de rencontrer Louise Kuttner et Irène Amoir, qui étaient les meilleurs amis de Magritte, et qui m'ont adopté assez rapidement. Adopté dans la mesure où j'étais reçu dans la maison et que j'ai pu visiter cette maison où il y avait, je crois, plus de 50 Magritte qui étaient pendues au mur. Et là aussi, c'est là où je me suis rendu compte qu'une œuvre d'art avait un autre effet que celui qu'on avait tendance à percevoir uniquement le tableau, parce que quand Scut parlait de ces tableaux, il parlait de telle époque, mais telle époque avec Georgette et René. Et donc ça devenait, une fois de plus, des photos de famille. Ce n'était pas des tableaux, derrière ça, il y avait des tableaux de famille. Et ça, c'était pour moi très, très nouveau et très intéressant. Et de fil en aiguille, décidé de créer ma maison d'édition, et j'avais 30 ans. Et là, une fois de plus, les rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer Alechinski quand je lui ai dit que je voulais faire de l'édition. Il m'a donné sa carte et il m'a dit, voilà, quand vous serez prêt, venez chez moi. Je pense que la transformation d'une émotion, c'est la sublimation de quelque chose. On arrive à pouvoir transformer quelque chose et ce quelque chose se communique même sans discours. C'est ça la magie des choses, je trouve. C'est ce qui fait qu'on appellera œuvre d'art, qu'on appellera poésie, qu'on appellera par une quantité de qualificatifs qui ont le droit d'être, mais moi je ne cherche pas nécessairement à définir ce genre de choses. Elle me touche. Et si elle me touche, j'essaye de la faire partager. Il faut savoir aussi que j'ai démarré avec 7 expositions par an, ce qui était énorme. Donc je n'arrêtais pas de courir derrière. Alors je ne parvenais pas à vivre mon moment présent, je mettais tout en chantier pour le vivre, mais au moment où il était là, j'étais déjà dans un autre projet. Donc ce qui m'agaçait profondément, ce qui faisait aussi que j'étais beaucoup plus encombré, moins disponible aussi. Je ne vis pas seul, je vis avec ma femme. Et donc, un jour, en discutant avec un ami, il m'a dit il faut faire moins d'expositions. Ça m'a donné un coup de poignard et en même temps, il avait raison. Je lui fais moins d'expositions. J'en fais 5 par an, ça suffit. Parce que ça me permet d'être dans le moment présent. Et le moment présent, c'est vraiment essentiel. Parce que ne vivre que pour le passé ou vivre que pour le futur,
c'est très bien, il faut avoir des projets, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de vivre ce qu'on a besoin de vivre, de ce qu'on a mis en place et de ce qu'on veut jouir du moment présent, quoi. Pour moi, l'essentiel. Alechinsky, ça a commencé, en tout cas pour l'exposition, l'édition, ça fait 35 ans puisqu'il a créé mon logo, très gentiment, et il y a 20 ans. Il y a 20 ans, très exactement, mourait Roland Topor. Gros chagrin. Et le jour de l'enterrement, il y a Pierre qui s'approche de moi et qui me dit, voilà, je vais avoir 70 ans et personne ne fait quoi que ce soit en Belgique. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Je lui dis, bien sûr, Pierre, tu es chez toi, chez moi, il n'y a pas de souci. Donc on a commencé notre première exposition pour... l'exposition s'appelait Les peintures de mes 69 ans. Donc on n'avait pas annoncé les 70. Et puis l'aventure avait été très fructueuse. Et donc je lui dis, Pierre, on remet ça dans 5 ans, chiche. Donc voilà, 5 ans après, on refait l'exposition. Peu de temps après, je lui dis, alors Pierre, on remet ça. Et avec l'arrogance de la jeunesse qui me concerne, je lui dis, tu es prié de vivre jusque-là. Et il me dit, ok, ça va, on va faire l'exposition. Donc on fait la 3e exposition sur des manuscrits de Marcel Moreau. Et puis il y a eu la dernière exposition il y a 5 ans, donc pour ses 85 ans. Et il y a celle-ci pour ses 90 ans. Et je dirais que j'espère beaucoup pouvoir refaire une exposition dans 5 ans avec lui. Mais cette fois-ci, c'est peut-être moi qui serai prié de vivre jusque-là. Je ne suis pas persuadé que 5 ans, ça nous pend au nez. J'ai plus de chance pour lui qu'il vive, parce que c'est quelqu'un qui ne lâche rien et qui est animé par sa peinture, qui est animé par une multitude de choses. Et je pense que c'est vraiment indispensable pour tout individu d'être animé par quelque chose qui est profondément inscrit chez lui. Et c'est ce qui fait que, voilà, nous sommes liés l'un et l'autre à notre aventure de la peinture et de la galerie. À vrai dire, ce qui m'intéresse, c'est arriver chez un artiste et arriver avec une idée qui au départ ne lui est pas indispensable et qui en finalité devient indispensable. C'est jouer avec le jouet que je lui donne. Je lui donne un truc et hop, et il est parti avec. Et ça, je trouve tout à fait superbe. Je l'ai vécu avec, j'ai eu vraiment la chance d'avoir vécu ça avec pas mal d'artistes et entre autres avec Alechinsky. À vrai dire, je fais le travail d'une pierre d'Alain. Hein. Quand une pierre d'Alain a toute son utilité, c'est que quand il y a coupure, il y a 2 morceaux. C'est toujours, il y a 2 morceaux puisqu'il y a une coupure. Donc l'élément, il y a un côté A, un côté B. Et il faut les ressouder. Et la pierre d'Alain est hémostatique, donc elle ressoude les 2. Donc c'est mon, voilà, je suis fait un peu comme une pierre d'Alain. Je suis sur une locomotive, je ne sais pas où elle me mène, mais je sais que si je l'abandonne, elle fout le camp sans moi. Et si elle fout le camp sans moi, je ne sais pas ce que je vais devenir. Donc moi, je reste accroché à ma machine.